Moi, je ne vous parlerai pas de diversité. Ça m'intéresse pas, ou plutôt ça m'intéresse plus. La diversité, c'est un concept qui était valable il y a 10 ans, parce qu'on était au tout début, on découvrait l'importance de la diversité. Aujourd'hui, la diversité, c'est juste la réalité de notre monde. Ce qui m'intéresse, c'est d'agir dans la réalité. Et la réalité, c'est des personnes avec des profils, avec des compétences, avec des préférences comportementales, avec des états et des spécificités qui les différencient. Et l'enjeu pour l'entreprise, c'est d'être en capacité de valoriser chacun et de permettre aussi à chacun de s'intégrer dans un processus collectif. Donc aujourd'hui, on parlera beaucoup plus, à mon avis, et c'est vraiment le sujet qui doit être porté, de personnalisation du management. Comment je suis capable, quand je suis manager, de garder ce focus sur la personne humaine avec toute sa subtilité, tout en préservant un objectif et en valorisant un objectif qui sera collectif. Faire des campagnes de communication, organiser des petits déjeuners, aller à la rencontre des personnes, discuter avec les représentants du personnel, évoquer aussi les nouveaux handicaps, ceux qu'on ne connaissait pas il y a quelques années, qui peuvent assez facilement se résoudre aujourd'hui. Je pense au handicap auditif. Il y a de plus en plus maintenant de systèmes de plus en plus miniaturisés qui font qu'on peut s'équiper. Les prix baissent aussi très probablement, là où c'était sans doute très cher à une certaine époque. Très peu de salariés savent que l'entreprise peut les aider financièrement à acquérir du matériel, alors qu'on sait que ça reste quand même relativement coûteux. Mais si on ne le dit pas, personne ne va le savoir. Et donc on va préférer garder son handicap, faire en sorte qu'il ne se voit pas. Et tout ce terrain, il faut le défricher. Il faut le défricher à travers des exemples, il faut faire des symboles, il faut aller attraper l'exemple d'un salarié à droite, d'un salarié à gauche, probablement celui auquel on ne penserait jamais, c'est-à-dire il fait un métier auquel on n'aurait jamais imaginé qu'en situation de handicap on puisse le faire. Je pense à une campagne d'affichage qui me reste souvent en tête d'un salarié qui travaille dans les rues, qui creuse des tranchées et qui n'a pas de doigts. Et il est pris en photo comme ça avec sa pelle et on se demande comment il peut le faire. Voilà. Eh bien, on a fait en sorte que les outils qu'il a, il puisse les saisir et travailler de manière tout à fait conforme. Comment un salarié qui aurait un problème de vision pourrait faire des analyses dans un laboratoire? Eh bien, c'est tout à fait possible. Voilà. Comment quelqu'un qui est malentendant peut discuter avec un client, avec un système de traduction? Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et on les a pris, ces exemples, on les a survalorisés, soyons honnêtes, disons-le. On a énormément communiqué là-dessus, jusqu'à ce que petit à petit, l'ensemble du collectif se dise mais oui, mais moi j'ai un souci à l'oreille, mais je peux le dire, et puis l'entreprise va m'aider. Je peux accepter un collègue qui a aussi une difficulté ou un handicap, à partir du moment où l'entreprise aura fait ce qu'il fallait pour qu'il puisse travailler comme il faut, eh bien il deviendra un collègue comme les autres. Il faut absolument voir le recrutement comme un recrutement lambda, comme un recrutement à potentiel, comme un recrutement à devenir. Et donc ce devenir, c'est en évolution de carrière, mais c'est en devenir dans l'entreprise. C'est de la pérennisation, donc c'est de l'évolution de carrière, c'est du traitement égal comme pour les autres, avec une spécificité particulière. J'essaie vraiment de leur dire qu'on est dans l'égalité de traitement avec une particularité. Alors cette intelligence de l'autre, c'est aller notamment essayer de le comprendre sur sa manière de faire en matière de dialogue. Comment l'autre s'exprime-t-il? Utilise-t-il les gestes? Quel est le poids des mots? Dans son contexte culturel, quel est le sens de l'écrit? Est-il aussi important que chez nous? Qu'est-ce qui est crédible? Comment exprime-t-il ses émotions? Élève-t-il le ton? Tape celui sur la table? Que fait-il pour se faire entendre quand il voit que les autres ne l'écoutent pas? Si c'est bon chez lui, est-ce que c'est bon chez nous? La bonne question, l'entrée dans cette intelligence de l'autre, c'est justement nous inviter nous-mêmes à nous questionner, à remettre en cause nos façons de faire, à ne pas croire qu'elles sont parfaites et qu'elles peuvent être transposées partout. Deuxième dimension du diagnostic, c'est le mode de gestion des relations entre les personnes, le rapport aux autres, c'est-à-dire le rapport entre les hommes et les femmes, entre les jeunes et les vieux, entre un supérieur et son subordonné, entre un étranger et nous, celui qui n'est pas de chez nous, comment on le traite. Là encore, on n'a pas de réponse universelle, mais l'intelligence de l'autre, ça va consister justement à faire le diagnostic, c'est-à-dire aller voir qu'est-ce que ça veut dire chez lui un bon chef, un bon responsable, un bon collaborateur.
Qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Un bon collègue? Un bon leader? Voilà les termes qu'on utilise en croyant que le sens qu'ils ont est universel, alors qu'en fait, il ne l'est pas du tout. On n'est pas là pour faire le bonheur des gens, on n'est pas là pour faire leur engagement, mais on est là pour organiser l'environnement de travail de manière à ce que chacun s'y sente bien, quelle que soit la situation dans laquelle on est. Dans l'entreprise, il est essentiel de tisser du lien pour métisser les cultures. Et métisser les cultures, c'est la direction à prendre pour se comprendre. Je m'explique en quelques mots. L'idée, lorsqu'on est en relation avec l'autre, lorsqu'on cherche à se comprendre, c'est qu'à un moment donné, si on n'a qu'un point d'entrée dans la relation, on ne va aborder l'autre que par une dimension. Tu es japonais, tu es italien, tu es aveugle, tu es une femme, tu es un homme, tu es un jeune, tu es une personne senior, etc. Et on entre par un point d'entrée qui au fond est très fragile parce qu'il ne se rapporte qu'à une dimension de l'identité de l'individu. Or, nos identités, elles sont beaucoup plus riches que ça. On n'est pas une seule chose, on est le produit de tout ce qu'on a vécu, d'une histoire de vie, on est le produit de nos rencontres, on est le produit de toutes les influences culturelles qu'on a connues, des entreprises dans lesquelles on a travaillé, des métiers qu'on a exercés, des personnes qu'on a appréciées. Et finalement, pour que ça se retrouve dans la relation, il faut tisser des liens qui seront multiples, c'est-à-dire entrer dans l'échange par plusieurs points. Comme sur un métier à tisser, finalement, on va travailler avec plusieurs fils pour créer la solidité du lien et la solidité du métissage, c'est-à-dire de la rencontre. Finalement, on connaît les collaborateurs souvent que sous un axe, qui est l'axe professionnel, et qu'on se rend compte qu'un certain nombre de collaborateurs peuvent faire beaucoup de choses en dehors du travail, soit être investis dans des associations, dans l'humanitaire, ou bien développer des compétences artistiques diverses et variées, dont on n'a pas connaissance. Et parfois, c'est aussi quand on prend le temps de discuter avec les gens, de parfois casser les barrières, qu'on découvre ces compétences. Donc pour moi, la compétence inattendue, elle va au-delà de la compétence professionnelle. Derrière un profil de personnalité dont on ne sait pas trop quoi penser, dont les qualités professionnelles ne se voient pas au premier regard, on se dit tiens, qu'est-ce qu'on va en faire? En réalité, si on sait lire entre les lignes du profil, on peut découvrir des tas de choses passionnantes. Quelqu'un qui est maintenant peut-être plus tenace, qui a une vision de la vie un peu différente, qui a du recul par rapport aux choses importantes et qui est tout à fait capable à un moment donné de se dire je suis prête à revenir. Donc les trous, c'est aussi des moments de réflexion, des moments de remise en question qui peuvent déboucher sur une dynamique. Dans les situations de discrimination, l'approche interculturelle permet évidemment de découvrir des compétences inattendues, autant pour les individus eux-mêmes qui ne se connaissaient pas et qui se sont vus justement en situation réelle d'échange, de coopération avec les autres, il y a bien des chances que dans ce travail d'échange, en lien et en relation avec les autres, on se révèle, on se découvre les compétences inattendues. Ça pourrait être en matière de leadership, de communication, d'intégration des autres justement, d'apprentissage mutuel. On peut se découvrir personnellement des compétences inattendues. On peut même découvrir des compétences inattendues parce qu'on a appris à fonctionner différemment de ce que l'on faisait avant. Mais les compétences inattendues, c'est aussi la découverte que peut faire tout manager intégrant. Dès lors qu'il a permis à ces personnes membres des équipes différentes de s'exprimer les uns et les autres. Et c'est là où il va découvrir des compétences au-delà de ce qu'il avait prévu, par rapport au projet, par rapport à la réalisation du projet. Les compétences inattendues, on peut les avoir en soi, on peut les avoir dans une équipe, l'important étant de leur offrir un cadre où elle puisse s'exprimer. Quand on connaît les attentes qu'un manager peut avoir envers soi dans une équipe, c'est beaucoup plus facile d'aller dire tiens, ça, je sais le faire. Mais si on ne les connaît pas, si on ne nous a jamais laissé poser des questions sur concrètement, qu'est-ce que ça veut dire de travailler dans cette équipe, qu'est-ce que vous attendez de moi, etc., on a peu de chances de pouvoir dire ça, vous le voyez peut-être pas sur mon CV, mais c'est quelque chose que j'ai déjà vécu ou que je sais faire. Face à une personne handicapée par exemple, le manager intégrant peut lui offrir un cadre,
où ces personnes handicapées pourra exprimer au mieux ses talents et mettre en valeur ce qu'il sait, mettre en valeur ses qualités. Du coup, le voyant faire, l'équipe qui le discriminait sera amenée à changer son regard et donc à changer aussi son comportement. Participer d'une démarche d'intelligence de l'autre, c'est la possibilité de partager ensemble, et avec Franck, 4 conseils. Le premier conseil, protéger ce que nous appelons des talents. Un talent existe chez chacun d'entre nous. Un talent, c'est quelque chose qui cherche à s'exprimer. Et donc la première chose à faire, c'est de savoir protéger ses talents. Donner du temps supplémentaire à quelqu'un qui vous le demande, parce que cette personne fait les choses bien, parfois même très bien, mais par des chemins qui vont nous apparaître dans un premier temps inhabituels. Deuxième conseil, cultiver la rencontre. Tout passe par la rencontre parce que chaque personne a une histoire de vie singulière. Elle est le produit de toutes les cultures qui l'ont influencée, de toutes les expériences qui l'ont influencée. Et il est essentiel d'en revenir à ce fondamental qu'est la rencontre. On a l'impression que c'est une perte de temps, alors que c'est au contraire une étape essentielle de la collaboration. Troisième conseil, on passe beaucoup de temps au travail, mais une personne existe dans la totalité en fait, de son parcours et de sa trajectoire. Troisième conseil, faire exprimer des talents cachés au périphérique. Une personne vous dit avec plaisir qu'elle est collectionneuse, qu'elle fait de la photographie, qu'elle s'investit dans le domaine du sport. Eh bien, plutôt que de marquer une frontière entre le travail et le hors-travail, on va participer de cette démarche d'expression des talents cachés que nous appelons aussi avec Franck périphériques. Quatrième conseil, échanger les expériences pour faire se rencontrer les univers. Il s'agit de découvrir la vie de l'autre et de faire découvrir sa vie à l'autre. Une journée dans un autre service à la place d'eux. Une journée à expérimenter des choses qu'on n'a pas l'habitude d'expérimenter. Mettre une personne qui n'en a pas l'habitude dans la position de faire le compte-rendu d'une réunion, de créer l'ordre du jour ou de l'animer. C'est aller à la rencontre mutuellement des expériences pour comprendre les logiques dans lesquelles l'autre fonctionne.